Nous, on est venu du Maine-et-Loire avec un message. On est en train de servir de test pour mettre en place des méthodologies d'appel à projets qui mettent en concurrence les associations et qui permettent surtout au pouvoir public de construire des projets au moins 10 ans financièrement, à celui qui coûte le moins cher. Sauf que ceux qui trinquent dans cette histoire-là, c'est les enfants qu'on accompagne. Parce que ça veut dire être accompagné par des éducateurs qui ne seront pas diplômés. Parce que ça veut dire ne plus, par exemple, pouvoir bénéficier d'une maîtresse de maison qui cuisine pour eux. Ça veut dire au quotidien sentir l'odeur de la bouffe qui se fait. Ben ça, c'est con, hein. Mais c'est ça de l'éducatif. L'éducatif, c'est du quotidien. Quand c'est une barquette Sodebo qui arrive et qui est toute faite, qu'est-ce qu'on apprend aux gamins? On leur apprend rien du tout. Et du coup, nous, on est arrivé de Maine-et-Loire avec ce message de retrait des appels à projets. On est arrivé du Maine-et-Loire avec ce message de demander à l'État de mettre en place une médiation pour retirer les appels à projets et construire ensemble ensuite un projet novateur. Et on est arrivé avec le message que collectivement, aujourd'hui, nos compétences à nous, salariés dans la protection de l'enfance, nous permettent de participer à la construction de ce qu'elle sera demain. Voilà, et ne pas la laisser au grand ponte des assises nationales de la protection de l'enfance, justement. Voilà. Et du coup, ce message-là, on l'a étendu aussi au fait que sur tout le territoire, on veut une protection de l'enfance de qualité. Tant pour les services publics de l'aide sociale à l'enfance, qui accompagnent les mesures de placement, les familles, etc., que pour le secteur privé qui accueille les enfants. Voilà, aujourd'hui, il est indispensable que les référents de l'aide sociale à l'enfance, qui soient du public, aient des moyens pour avoir moins de situations en charge, pour pouvoir être plus vigilants sur les situations qu'ils accompagnent. Et du coup, il est essentiel que le secteur privé puisse avoir plus de moyens pour mieux accompagner les enfants et surtout pour créer des lieux de prise en charge adaptés à la problématique de chaque enfant. Aujourd'hui, quand le département du Maine-et-Loire nous parle de lot d'enfants, nous, on lui répond que chaque enfant est unique et que chaque enfant mérite d'être accompagné en brodant pour eux et avec eux des projets coups humains. Oui, les Québécois, il y a 20 ans, ont fait ce que font les Français aujourd'hui là. Ils ont, par exemple, pour les accueils jeunes majeurs, ils ont coupé tous les budgets. Il n'y avait plus d'accueil jeunes majeurs. Puis ils se sont bien rendus compte qu'il y avait une hausse de la délinquance, une hausse de la violence, une hausse de jeunes qui vivaient dans les rues, sans prise en charge, sans accompagnement, sans suivi. Alors la décision qu'ils ont prise, c'est de clairement faire une étude sur ce que la protection de l'enfance coûte et sur ce qu'elle rapporte. Par rapport, j'entends ce qu'elle permet d'économiser, mais j'entends également ce que... Aujourd'hui, à la manifestation, j'ai été accompagné par une jeune qu'on a suivie dans notre association pendant 5 années. Elle est restée pendant 7 années. Elle est restée 7 années avec nous. Ça représente un coût global considérable. Là, on parle d'une somme qui doit avoisiner les 70 000 €. Cet enfant, aujourd'hui, qui est devenue une jeune femme, elle travaille. Donc, comme elle travaille, elle paye des impôts. Elle consomme. Donc elle paye la TVA et elle ne touche en aide sociale que les APL. Ça veut dire que cette jeune femme aujourd'hui, elle rapporte à l'État français, elle rapporte du fric et elle ne coûte rien ou presque. Les Québécois, ils en sont arrivés à cette conclusion-là suite à leur étude. Résultat des courses, ils ont remis en place la totalité de ce qu'ils avaient supprimé auparavant. Du coup, les placements, ils ne rapportent pas aux associations. Les placements, ils coûtent à l'État à court terme et ils permettent des économies considérables à long terme. Mais si c'est des placements qui permettent de réelles mesures d'accompagnement et de suivi. Et ça ne concerne pas que les placements, ça concerne également les services de la prévention. Aujourd'hui, en France, ce qu'on appelle la prévention, c'est de la détection. Parce que du coup, nos équipes de prévention, elles n'ont plus les moyens de travailler. Elles n'ont plus les moyens d'aller dans les familles pour éviter les placements. Non, aujourd'hui, les hiérarchies dans le secteur social se soumettent aux diktats du financier. En tout cas, pour les hiérarchies que nous avons rencontrées. Pas toutes, mais celles que nous avons rencontrées, elles se soumettent. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire cet après-midi. Essayer symboliquement, vraiment symboliquement, hein, parce que je suis fatigué, donc ce que je dis c'est un peu violent, mais de leur secouer les puces et de leur rappeler que ce sont des enfants qu'ils accompagnent. Voilà. Ou par épuisement professionnel tout simplement, ou par souci de ne pas cautionner ce qui est en train de se passer. Moi sur mon groupe d'enfants,
On a un enfant victime de sa propre histoire qui a agressé sexuellement une autre petite fille. La petite fille avait 9 ans, le petit garçon 11 ans. Quand on a, voilà, dès que ces révélations elles nous ont été faites, aussitôt on l'a signalé à notre hiérarchie et à l'aide sociale à l'enfance, donc au département. La réponse qu'on a reçue du département, c'est que ces enfants étant jeunes, c'était pas grave. Et donc pendant 3 semaines, jusqu'à ce que les éducateurs arrivent à se mobiliser, on a laissé vivre sur le même groupe un agresseur et une victime. Moi, demain, si le département du Maine-et-Loire arrive à aller au bout de ce qu'il est en train de mettre en place, je ne continuerai pas à travailler en protection de l'enfance. Il est hors de question que je cautionne ce genre d'événement. Le chiffre alarmant, c'est la durée des placements qui s'allonge, parce qu'on ne travaille pas avec les familles, parce qu'on n'en a pas les moyens. Parce qu'il y a de moins en moins de prévention. Et parce qu'il y a de moins en moins de prévention. Donc là, du coup, en 5 ans, on est passé d'une durée de placement qui était de 2 ans à 3 ans, je crois, en l'espace de seulement 5 années. C'est des chiffres à vérifier, vous le trouverez sur Internet, hein, via les sites de l'ONED, tout ça. Ils ont des stats, voilà. Ce qu'on vient de faire lors de cette assemblée générale à la Bourse du Travail, c'est-à-dire à un moment donné sortir du Yaka Faucon et construire des actions concrètes pour se montrer et pour faire passer à tous le message que l'enfance qu'on est en train d'abandonner aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Donc à un moment donné, dans quel monde on veut vivre ? Nous, cette marche, elle nous l'a démontré, c'est-à-dire que du coup, nos journées étaient faites de souffrance et de fou rire, mais surtout de souffrance. Sauf que il y a des étapes qu'on a terminées en étant accueillis par des gens qu'on ne connaissait pas et qui nous ont offert beaucoup plus que ce qu'on avait laissé sur la route. À partir de là, cette marche, oui, je pense qu'elle nous a convaincus que oui, la solidarité, c'est un concept qui existe encore. Déjà, donc on est l'association Hors la rue, on est une asso de protection de l'enfance sur la région parisienne et on travaille spécifiquement avec les mineurs étrangers en danger. Donc MNA, mineurs non accompagnés, mais aussi des mineurs qui sont en famille et qui sont soit à la rue ou victimes d'exploitation. Nous on est là parce qu'on a constaté pas mal de dysfonctionnements au niveau à la fois de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi des juges des enfants et aussi sur le plan de la scolarité. Où il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas accès à une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, il y a des enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, mais dans des conditions indignes, c'est-à-dire dans des hôtels miteux, plein de cafards et de puces de lit, avec aucun suivi social ou éducatif, juste des tickets resto pour manger le midi et attendre qu'ils aient 18 ans pour leur dire au revoir. En plus de ça, il y a un certain nombre de mesures avec la fin des contrats jeunes majeurs. Donc ça veut dire qu'en gros, un jeune qui a été suivi à l'aide sociale à l'enfance, suivi ou pas suivi d'ailleurs, le jour de ses 18 ans, on lui dit au revoir. Voilà, tout ça sans préparation, sans transition. Donc voilà, c'est tout ça qui nous paraît anormal et qui nous fout un peu en colère, quoi. Dans la plupart des départements d'Île-de-France, le premier accueil du mineur, là je parle vraiment des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire mineurs étrangers. Le premier accueil est pratiquement, dans la majorité des cas, c'est toujours un accueil en hôtel. Avec l'espoir peut-être un jour d'être orienté sur un foyer. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les foyers sont saturés et que clairement, les mineurs étrangers ne sont pas prioritaires. Non seulement ils ne sont pas prioritaires, mais de plus en plus, on entend que c'est les Français qui sont prioritaires. Donc ça veut dire préférence nationale, clairement. Ils sont très peu accompagnés ou très mal accompagnés. Il faut savoir que les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance sont débordés de situation. Donc clairement, ils ne peuvent pas gérer tous les jeunes qui sont éparpillés dans tous les hôtels de Paris et de la région parisienne. Donc en gros, le fonctionnement, c'est en général un rendez-vous à échéance toutes les semaines ou tous les mois où le jeune va à l'aide sociale à l'enfance chercher son argent. Pour un jeune qui est placé à l'aide sociale à l'enfance, il peut quand même en référer à son éducateur référent. Mais après, sur des possibilités d'orientation, en fait, sont quasi inexistantes, quoi. C'est-à-dire que ce sera peut-être un autre hôtel, mais voilà.
La réalité aujourd'hui, c'est que les foyers sont saturés, il n'y a plus de place, et un mineur étranger ne sera pas prioritaire sur une place de foyer. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est des prises en charge au rabais et une protection qui n'est pas une vraie protection, qui est juste une mise à l'abri. C'est-à-dire, en gros, on ne veut pas qu'il y ait de mineurs qui dorment dans la rue pour pas que ce soit trop visible. On les met dans des hôtels, mais clairement, il n'y a aucune prise en charge derrière. Bah là, clairement, il faut plus de moyens pour les services de protection de l'enfance. Et également, peut-être aussi une remise en question de tout ce qui est prise en charge des mineurs isolés étrangers qui ne devrait pas être différente de la prise en charge des mineurs français, parce que dans la loi, c'est considéré que tous les mineurs sont égaux, quelle que soit leur nationalité. Bah, nous, c'est un peu notre quotidien, donc voilà. On fait des maraudes sur Gare du Nord où il y a des jeunes qui se prostituent. On a fait beaucoup de signalements concernant des personnes qui sont très connues sur la place parisienne pour leur activité de pédophilie. Donc on travaille en lien avec la brigade des mineurs à ce propos. En Seine-et-Marne, on est dans une situation un peu compliquée aujourd'hui, sur une saturation du système. Il n'y a plus de place pour les jeunes, donc on se retrouve avec des jeunes auxquels on demande de se poser pour prendre et profiter du placement. Sauf que les réponses qu'on a nous aujourd'hui, c'est des réponses d'urgence. Donc on morcelle complètement le placement avec une nuit par-ci, une nuit par-là, et des jeunes qui vont forcément de plus en plus mal. Un manque de psychiatrie criant sur notre territoire. La problématique des mineurs isolés étrangers pour lesquels aujourd'hui on n'a plus de contrat jeune majeur. Que vous dire, on a des assistantes familiales qui n'en peuvent plus non plus, qui ne savent plus comment soutenir et accueillir les enfants. Des problématiques de troubles du comportement, des problématiques sexuelles particulièrement marquées sur notre territoire. Et forcément une surcharge de travail, un manque de moyens qui font qu'aujourd'hui on dit stop. Concrètement, là, la dernière note en date du 16 juin, c'est de nous dire qu'il n'y aura plus de contrat jeune majeur. Ils mettent en avant que c'est comme ça qu'on va libérer des places et un petit peu désaturer le système. Sauf que ça ne nous convient pas non plus, parce que ça sous-entend que tous nos jeunes qui deviennent majeurs sans papier sont sans aucune perspective. Concrètement, déjà, il faudrait qu'on s'articule un peu plus sur le département. On est 14 maisons départementales complètement éclatées sur le territoire, donc je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus en cohésion les uns avec les autres et qu'on fasse remonter aussi les choses un peu plus localement. Après, il va falloir aussi qu'on interpelle tous nos partenaires, les foyers d'accueil d'urgence. Aujourd'hui, 80% de leur public, c'est des mineurs isolés, donc il n'y a plus de place pour nos jeunes en termes de protection de l'enfance. Rien du tout, au contraire, le point est encore gelé au niveau de nos salaires, certains postes ne sont pas remplacés, on a des volants départementaux qui viennent sur les lieux où il y a le moins de personnel, mais c'est des missions de 3 mois, donc c'est pas satisfaisant non plus, des contractuels, voilà, il n'y a rien de satisfaisant aujourd'hui. Alors nous, on est sur un territoire où la consanguinité et la répétition intergénérationnelle est juste exponentielle, j'ai envie de dire. Donc non, il n'y a pas de ralentissement du tout, c'est de plus en plus catastrophique. Alors on en réfère nos hiérarchies. Au local, oui, nos chefs de service nous soutiennent, ils sont avec nous aujourd'hui. Après, au niveau du département, on nous ramène toujours la même réponse, c'est les budgets. Donc là, les mineurs isolés, pour ne citer qu'eux, on cherche des places à 50 € la prix de journée. On sait très bien que l'accompagnement ne sera pas fait. On a notre psychologue qui est venu avec nous en soutien aujourd'hui.
Mais alors, une psychologue pour 320 enfants sur notre secteur. Concrètement, elle ne peut pas faire de thérapie individuelle. Le problème, c'est qu'elle se trouve exposée aux mêmes difficultés que nous. Les centres de guidance, c'est 6 mois d'attente. Les hôpitaux, quand il y a besoin, sans avis d'un psychiatre, ils font pas d'orientation, sauf qu'on n'a pas de psychiatres qui font les orientations. Donc aujourd'hui, concrètement, pour répondre à votre question, il n'y a pas de réponse à apporter. Ou c'est du bricolage, et avec tout ce que veut bien mettre en place notre psychologue. Alors de plus en plus, on se rend compte que sorties d'AEMO qui bien souvent ont tenté de faire rester les enfants au maximum au domicile. On a des enfants qui sont encore plus abîmés. Mais en effet, faute de place, là encore dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, on n'a pas pu réaliser un placement et l'enfant est resté au domicile. Donc on a la chance d'avoir l'AEJ qui s'est ouvert chez nous. Donc c'est l'accompagnement éducatif à la journée. Qui eux interviennent jusqu'à 3 fois par semaine au domicile, mais c'est ce qu'on attendrait d'une AEMO renforcée. Et aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire, donc on décale tous les problèmes. L'épuisement, il est grand. Après, on va pas se mentir, on a une équipe solide, encore une chance. Là, ça fait 2 ans que nous, on est à un poste près au complet, avec une nouvelle psychologue, un nouveau chef de service adjoint, voilà. Mais on est 11, il faudrait qu'on soit 14. Donc l'épuisement, l'usure, la frustration, de ne pas avoir le temps de faire correctement les choses, de ne pas avoir les enfants autant qu'il le faudrait, et puis du coup de passer à des situations qui vont bien, à des situations d'urgence, parce que comme elles vont bien, on les traite moins, et puis finalement elles se détériorent et elles deviennent des situations d'urgence. On a l'impression d'être les pompiers de service. Oui, on a un secteur qui est très marqué par l'alcoolisation massive des parents. Ça c'est vrai que. Et la psychiatrie encore une fois, et le handicap. Alors du coup, ça se répercute de génération en génération. Et oui, les parents forcément sont de plus en plus abîmés, si je peux me permettre aussi. Je dirais aujourd'hui 320 enfants, 52 mineurs isolés, 82 familles d'accueil, et c'est ce qui nous sauve encore, j'ai envie de dire, aujourd'hui sur notre secteur. Mais perspective, 20 mineurs isolés qui vont sortir du dispositif avant la fin de l'année sans rien. Et des perspectives qu'on n'a pas encore mesurées sur nos jeunes en protection de l'enfance pure, mais qui vont aussi certainement en découler. Enfin, notre crainte, c'est ça. C'est qu'à terme, on nous dise plus de contrat jeune majeur pour personne, en fait. Alors, selon d'où on vient, je pense qu'on s'y attend plus ou moins. Moi, je viens d'un foyer d'accueil d'urgence avant, donc je m'y attendais un petit peu. Après, on mesure pas, je pense quand même de l'extérieur, on se dit le référent, on le voit jamais, il est jamais joignable. Et quand on est de l'autre côté, on se dit c'est une réalité. Je suis pas dans mon bureau, je suis pas joignable. Et mon Dieu, je fais ce que je peux. Et 9h-17h, ils sont gentils, mais en fait, on est plus sur du 8h30, 18h30 quand tout va bien. Et sans avoir la satisfaction d'avoir fait son travail correctement et pleinement, quoi. Alors, vous dire oui, ce serait mentir. On essaye, mais alors pareil, à quel prix? Plus de pause déjeuner, plus de... Alors on fait, encore une fois, quand il y a des enfants qui vont pas bien, que vos agendas sont déjà remplis, on va proposer d'aller les voir sur les temps du repas, sur le soir. Et donc on a des horaires à n'en plus finir, qui sont pas reconnus aujourd'hui. Concrètement, c'est cadeau. Moi, je suis arrivée il y a 5 ans, ma première paye, je crois que c'était 1 250 €. Je me suis dit, oula, je vais pas rester longtemps. Après 13 ans de protection de l'enfance, 1 600 € net.